êtes sur Décideur TV, c'est Lex Inside. Au programme de ce numéro, on va parler travail dissimulé, guerre économique et enfin régime de consignation dans le cadre des recours contre les délits commis par voie de presse. On commence tout de suite cette émission avec Delphine Monnier, associée chez Cornet Vincent Ségurel, avec qui on va parler de travail dissimulé. Delphine Monnier, bonjour. Bonjour. Comment se définit le travail dissimulé ? Dans le langage courant, c'est le travail au noir. C'est tout ce qui consiste à éviter de payer des cotisations sociales. Donc il y a deux volets. Il y a le volet dissimulation d'emploi salarié et dissimulation d'activité. La dissimulation d'activité, c'est quand une entreprise ne va pas déclarer au registre du commerce ou au répertoire des métiers, par exemple. Et la dissimulation d'emploi salarié, c'est quand il n'y a pas les déclarations préalables à l'embauche, les bulletins de paie qui sont édités, etc., etc. Quels risques sont encourus par l'employeur ? Alors, ils sont de trois ordres, sur le plan pénal, sur le plan administratif et une peine financière. Sur le plan pénal, il y a des peines d'amende qui sont requises, qui sont différentes en fonction de si c'est une personne physique ou une personne morale. Sur le plan administratif, on peut être exclu d'un certain nombre de appels publics, d'aides, bénéficiaires d'aides publiques, voire même être condamné à rembourser des aides publiques. Et également, sur le plan civil, des sanctions vis-à-vis du salarié, donc contrat, enfin, du salarié qui aurait donc été un faux indépendant qu'on aurait considéré salarié. Quand le contrat a été rompu, il a droit à une indemnité forfaitaire équivalente à 6 mois de salaire. C'est pas négligeable. C'est pas négligeable. Alors, un mot sur l'affaire Deliveroo dont on parle beaucoup en ce moment. Oui. Alors, c'est un peu le procès historique parce que c'est la première affaire qui met en cause un système d'ubérisation du droit, de mise en relation. C'est le procès d'un modèle économique. En réalité, ce qui est reproché à Deliveroo, c'est d'avoir mis en place un système basé sur des non-salariés qui ne seraient sans doute pas des non-salariés si on en croit aux critères du lien de subordination, ce qui voudrait donc dire un manque à gagner considérable en termes de cotisation sociale. Donc cette affaire, elle a été initiée par un contrôle qui a été opéré par l'inspection du travail qui a dressé un PV en 2017. Il y a une enquête qui a été menée en 2018, donc les faits concernent uniquement 2015, décembre 2017. Et il y a un manque à gagner de plusieurs millions d'euros de cotisations de sécurité sociale. Un procès a été engagé au mois de mars. Il y a des peines très considérables qui ont été requises par le procureur, puisqu'on parle de plus de 375 000 euros d'amende, si ma mémoire est bonne, dans ce dossier. Et il y a 3 millions d'euros qui ont d'ores et déjà été saisis à titre de cotisation sociale qui n'auraient pas été payées, qui sont bloqués et en tout cas dont la réquisition consiste à continuer à les bloquer. Les enjeux sont considérables. Les enjeux sont considérables et le délibéré est attendu pour le 19 avril. Alors, on va suivre tout ça avec attention. Je vous remercie pour cet éclairage. Vous êtes toujours sur Décideur TV, c'est Lex Inside. La Cour de cassation rétablit le principe d'égalité entre justiciables en matière de consignation dans le cadre de recours contre les délits de presse. On en parle avec mon invité, Dorothée Bisaccia-Bernstein, associée au sein du cabinet Sedbach Avocat. Dorothée, bonjour. Bonjour. Alors, pouvez-vous revenir sur cet arrêt de cassation du 22 mars dernier, et notamment en ce qui concerne les faits et la procédure ? Alors, il s'agissait d'un délit de diffamation que le cabinet avait à poursuivre. Et comme dans ces matières-là, nous avons déposé une plainte avec constitution de partie civile et le doyen des juges d'instruction a fixé une consignation avec un délai à respecter. On peut consigner par trois voies, en déposant des espèces, un chèque de banque ou un virement. La particularité de la jurisprudence depuis très longtemps, depuis qu'on avait admis le virement comme mode de règlement de ces consignations, c'était qu'on pouvait déposer cette consignation par virement, mais il fallait s'assurer que le virement arrive bien au dernier jour du délai. Alors qu'en matière de banque ou en matière de chèque de banque ou d'espèces, on pouvait très bien effectuer cette consignation au dernier jour. Et il nous a semblé important de soulever cette question et de la porter devant la Cour de cassation pour venir faire juger qu'il y avait une rupture d'égalité entre les justiciables selon qu'on déposait par chèque ou en espèces ou par virement.
Donc c'est à la suite d'un vice de procédure que vous avez soulevé pourvoi en cassation. Oui, d'autant que c'était très important pour nous. L'enjeu était important puisqu'on était en matière de presse et que la prescription est trimestrielle et que, à défaut de voir reconnaître cette possibilité, eh bien l'action ne pouvait plus être réengagée, comme ce serait le cas pour des délits de droit commun avec des prescriptions plus longues. Qu'attendez-vous de ce pourvoi ? Alors, on attendait eh bien, qu'ils nous permettent de prospérer, qu'ils rétablissent l'égalité entre les justiciables. Et puis, pour les praticiens, c'est vraiment important parce que nous, tous avocats, avons couru à la régie pour déposer des chèques de banque de nos clients ou régler ces consignations en dernier jour avec une heure 16h20 maximum à respecter. Et là, ça nous permet, depuis notre cabinet, tout simplement de nous faciliter la vie et de faire un ordre de virement jusqu'au dernier jour. Et ça, c'est vraiment une avancée pour la vie pratique des praticiens du droit. Et pour vous, donc, c'est un véritable revirement de jurisprudence. Donc, vous attendez une confirmation par la Cour d'appel ? Alors, c'en était un, parce que devant la Cour d'appel, quand on a soulevé ce point, on nous a indiqué « mais vous voulez un vrai revirement de jurisprudence ?» Donc oui, on a confirmé que ça. Je leur ai dit ce que Olivier Schnerb me répétait toujours, à savoir que la jurisprudence n'était finalement que la forme répétée de l'erreur judiciaire. Et nous sommes allés devant la Cour de cassation, qui nous a donné raison et qui renvoie l'affaire devant une autre chambre de l'instruction, de la Cour d'appel. Et oui, on pense que la Cour d'appel va évidemment se conformer à cette décision, puisque elle est très bien motivée. Le transfert de propriété a effectivement lieu quand on se dépossède de ces fonds, ce qui est le cas quand on passe un ordre de virement. Donc on voit mal comment la Cour d'appel maintenant pourrait résister à cette décision. On va conclure là-dessus. Merci Dorothée d'être passée sur notre plateau. Merci à vous. Vous êtes toujours sur Décideur TV, c'est Lex Inside et je reçois Olivier de Maison-Rouge, avocat et docteur en droit, pour parler de son ouvrage « Gagner la guerre économique ». Olivier de Maison-Rouge, bonjour. Bonjour. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle de guerre économique ? Alors, c'est effectivement étonnant pour un juriste de se soucier de ce sujet, et pour autant, effectivement, c'est un conflit qui n'obéit à aucune loi. En revanche, on pourrait dire que c'est une forme de conflictualité qui se déplace dans le champ économique et qui malheureusement prospère précisément en période de paix, indépendamment des conflits conventionnels que sont les conflits armés et les taux. Donc la guerre économique, c'est précisément des luttes d'influence et qui poursuit en réalité les mêmes objectifs, à savoir conquérir non pas des territoires mais des parts de marché et également réduire un adversaire, en l'occurrence un rival ou un concurrent. Alors cet ouvrage, Gagner la guerre économique, est le 3e tome. Il y avait avant Penser la guerre économique, Survivre à la guerre économique. Pourquoi ce 3e tome ? Eh bien, pour conclure une trilogie, d'abord, comme vous venez de le signaler à juste titre, aussi parce que le premier était plus de nature de réflexion, un peu à la façon de Sun Tzu, comme l'art de la guerre, mais c'était l'art de la guerre économique que j'ai voulu composer. Le deuxième était d'essence beaucoup plus pratique, permettre aux PME, TPE, ETI, y compris aux gros groupes, de se défendre dans cette compétition économique exacerbée. Et cette 3e formule est plus programmatique, à savoir donner les clés de la puissance pour recouvrer une forme de souveraineté et répondre finalement aux enjeux de conflictualité dans ce champ économique. Quelle est la place du droit dans cette guerre économique ? Comment peut-il être une arme ? Eh bien, précisément, c'est une arme, parce que il est au cœur de ces préoccupations, de ces conflictualités majeures. Comme je l'ai dit, la guerre économique prospère essentiellement en temps de paix. Or, en temps de paix, c'est le droit qui est censé régir davantage le cadre des rapports des individus entre eux. Et on s'aperçoit que le droit a longtemps, maintenant, été instrumentalisé dans ces conflictualités, dans ces rapports de puissance, que ce soit à travers le droit international privé, le droit international public. Et dans cela, on a vu des mécanismes comme l'affaire BNP Paribas, l'affaire Alstom. Je pourrais en citer d'autres comme Siemens, Technip, Total, où finalement des entreprises ont été frappées par des autorités judiciaires obéissant à d'autres puissances économiques, et l'on voit combien finalement le droit est présent au cœur de ces conflictualités et répond à des mécaniques qui parfois échappent à leurs propres victimes. Alors le propos de votre ouvrage, c'est gagner la guerre économique. Alors comment peut-on la gagner ?
tout le monde voudrait trouver sa solution peut-être, mais pour le juriste que je suis, et donc pour peut-être aussi inspirer le législateur, ça serait déjà de verrouiller, plutôt réarmer l'arsenal juridique dont nous disposons. Il existe déjà des lois en matière de cybersécurité, en matière de protection des intérêts étrangers en France, à savoir les lois sur le contrôle des investissements. Et puis la loi de blocage qui mérite d'être renforcée. Il y a déjà des textes qui sont en cours d'élaboration et qui mériteraient d'être renforcés, notamment dans le domaine numérique, parce qu'aujourd'hui, on sait combien le renseignement numérique, électronique, pèse aujourd'hui dans les rapports de force et permet d'alimenter des procédures extraterritoriales. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et à très bientôt pour un nouveau numéro de Lex Inside sur Décideur TV.